Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 15 décembre 2024. C'est une autre leçon de démocratie que le pays donne à l'Afrique, notamment à l'Afrique de l'Ouest. Le Ghana a tenu son élection présidentielle le samedi 7 décembre dernier pour élire son nouveau président qui va succéder à Nana Akufo-Addo. Selon les résultats de la commission électorale ghanéenne, c'est John Dramani Mahama qui remporte le scrutin face au candidat du régime en place. L'ancien président et candidat du Congrès démocratique national revient donc au pouvoir. La CEDEAO a observé ces élections et parmi les experts électoraux déployés au Ghana, on retrouve l'ambassadeur Francis Gabriel Oke, ancien chef de la division assistance électorale de la CEDEAO. Avec lui, nous allons analyser le déroulement de cette présidentielle. C'est notre invité de la semaine. 20 ans déjà que le Code des personnes et de la famille est entré en vigueur au Bénin. 20 ans de pratique pour mieux réguler le fonctionnement de la société. Pour marquer ce parcours, un colloque est prévu pour se tenir du 18 au 20 décembre prochain. Il est organisé par l'Association béninoise de droit de la famille. Son président, le professeur Clotaire Agossou, nous en donnera des précisions dans cette émission. Lady J, c'est notre artiste de la semaine, 4e album en préparation, un single sorti jeudi dernier. Ainsi se résume son actualité. On va revenir sur le parcours d'une dame à la puissante voix qui totalise plus de 20 ans de carrière musicale. Mesdames et messieurs, merci de prendre le rendez-vous comme vous savez d'ailleurs le faire tous les dimanches quand il sonne 13h au Bénin. Si vous êtes prêts, le grand format, eh bien c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, la Commission électorale nationale autonome présente le rapport de sa mission de suivi et de contrôle de l'existence fonctionnelle des partis politiques au Bénin pour le compte de cette année. Globalement, la Sénat note des avancées comparativement à 2023. On en parle dans un instant. On parlera également du lancement du chapitre Bénin des alumni de CEPARI. C'était vendredi dernier à la résidence de l'ambassadrice de France au Bénin, un événement qui a réuni autorités politico-administratives et investisseurs français. Images et reportages à suivre. Assure également les précisions sur la présentation des ouvrages littéraires de Hippolyte Salvador Chalmagne d'Almeida, des livres qui résument la vision de l'auteur, ses réalisations et ses projets, ainsi que son engagement pour la promotion de l'entrepreneuriat au Bénin. On démarre avec le point de l'actualité. Quels sont les partis politiques au Bénin qui répondent aux dispositions de la charte des partis politiques en ce qui concerne leur existence fonctionnelle? La réponse se trouve justement dans le rapport de contrôle et de suivi de la Commission électorale nationale autonome. Au titre donc de cette année, la Sénat a conduit une mission qui renseigne que les partis politiques béninois ont aujourd'hui pour la plupart un siège national. Des 11 régulièrement enregistrés en 2024, c'est la moitié qui dispose de sièges départementaux. Le rapport a été présenté jeudi aux représentants de formations politiques. On va faire le point avec William Klikan et Moufid Sabouhan. 3 mois après le rapport de 2023, la Commission électorale nationale autonome produit celui de cette année. La mission de suivi et de contrôle de l'existence fonctionnelle des partis politiques s'est étendue du 5 au 9 novembre 2024. À cette date, 11 partis politiques étaient régulièrement enregistrés. 9 d'entre eux ont un siège national, soit un taux d'environ 82%, en nette amélioration à celui de 62% de l'an 2023. Des progrès sont également enregistrés du point de vue de l'existence fonctionnelle des sièges départementaux, mais avec seulement 6 partis. Le MPL, quant à lui, a des bureaux dans tous les départements, sauf dans les collines. Le parti GSR a 2 bureaux dans 2 départements, l'un dans le littoral et l'autre dans le Zou. Le NFN a un bureau uniquement dans la Liborie. Le PFR et Restaurer l'Espoir n'ont aucun bureau départemental. Le Bloc républicain, la Force Cori pour un Bénin émergent et l'Union progressiste Le Renouveau
sont les 3 parties ayant fourni la preuve des arrêtés préfectoraux d'existence en ce qui concerne la disposition de comptes bancaires avec mandataire et l'existence d'un commissaire aux comptes. Tous les 11 sont en règle. Des efforts salués par la Sénat, qui en souhaite davantage par cette même occasion. Certains dirigeants des partis politiques ont malheureusement pris l'habitude d'user de tous les subterfuges et autres artifices pour masquer les insuffisances de leur formation politique. Ma conviction est que l'émergence et la consolidation de notre système partisan passent par un bon fonctionnement des partis politiques. Dans bien des cas, le mobilier de bureau, le personnel permanent affecté aux partis politiques font souvent défaut. À ce niveau, certainement qu'après cette séance-là et dans les mois qui vont suivre, la Sénat va inviter les partis politiques pour qu'on s'accorde sur le minimum d'équipement qu'il faut, sur le minimum d'espace qu'il faut de travail pour les différents cas, pour pouvoir commencer par normaliser les choses à titre pédagogique. 5 formations politiques ont participé aux 2 dernières législatives, 2019 et 2023, selon le rapport de cette année. À celles qui ont manqué ces 2 rendez-vous électoraux, la Sénat précise qu'elle n'est pas compétente pour appliquer les dispositions de retrait d'existence légale contenues dans la charte des partis politiques. Je l'annonçais, un titre, le chapitre bénin des alumni d'HEC Paris est lancé vendredi dernier. C'était à la résidence de l'ambassadrice de France au Bénin, une soirée qui a réuni anciens et actuels étudiants donc de l'école, membres du gouvernement du Bénin et des investisseurs donc français. Ils ont tous célébré leur appartenance à une communauté d'excellence et leur engagement à l'essor des entreprises béninoises. Les précisions sont avec Vigile Rodin. Dans la discrétion de l'arrière-cour de la résidence de l'ambassadrice de France au Bénin, se côtoient anciens et actuels étudiants d'HEC Paris, alors que le réseau des alumni d'HEC Paris lance officiellement ses activités au Bénin. L'événement symbolise la volonté de l'ambassade de France d'accompagner la nouvelle génération de dirigeants engagés au Bénin, mais formés en France dans les plus grandes écoles. Depuis sa création, HEC Paris a toujours été un incubateur de talents où se forment les leaders de demain, et où l'excellence académique se conjugue avec une compréhension aiguë des enjeux économiques et commerciaux actuels. Aujourd'hui, cher Cyrielle, avec ce réseau des alumni au Bénin, les entreprises françaises présentes ce soir, mais aussi avec Campus France et France Alumni, nous souhaitons créer une plateforme dynamique de rencontres, de partage et de collaboration entre anciens étudiants d'HEC Paris et acteurs du monde économique béninois. Le chapitre des alumni d'HEC Paris du Bénin se veut donc être avant tout un réseau d'opportunités où les étudiants pourront trouver des conseils et des soutiens pour entretenir leurs projets professionnels. Il ambitionne de devenir un haut lieu d'intensification des échanges entre le Bénin et la France dans les domaines de l'entrepreneuriat, des affaires, de la culture et du développement social. Nous aspirons à devenir un véritable catalyseur de projets innovants, un pont entre l'excellence académique d'HEC Paris et les besoins locaux, une plateforme où les savoirs acquis à HEC Paris se transforment en solutions concrètes pour notre entreprise, notre économie et toute notre société. Ce réseau est également une chance pour les entreprises françaises que j'encourage à nouer de nouveaux partenariats d'affaires et à mener des réflexions communes. Le chapitre des alumni d'HEC Paris célèbre le lancement de ses activités au Bénin dans un contexte de profonde transformation du pays, porté par une vision ambitieuse et des réformes majeures dans tous les secteurs d'activité. Il est attendu des alumni qu'ils mettent au service de cette vision leurs expériences et leur réseau. Autre sujet à présent, le préfet du département du Mono a commencé cette semaine la deuxième phase de sa tournée statutaire au titre de cette année 2024. Il s'agit pour l'autorité préfectorale d'aller évaluer le travail que font les responsables en charge des administrations communales sur son territoire de compétence. On va faire le point de l'étape de commun avec Nassis Alossé et Florent Do. Je vous souhaite la bienvenue à la mairie de Comé ce matin. Des civilités du maire de Comé pour accueillir le préfet du Mono dans sa tournée statutaire dans les communes relevant de son territoire de compétence.
Cette année encore, la question de mobilisation des ressources propres est au cœur des débats et la commune de Commet a fait des efforts dans ce sens au regard du tableau présenté par l'administration. Puisque les prévisions de 2024 font pratiquement le double de 2023 et les réalisations au 30 novembre 2024 sont autour de 70% pour les grandes masses de recettes. Seulement, le potentiel fiscal connu à cette commune Voilà quelques petits soucis avec ce reportage de Nassis Alossé sur lequel nous allons sans doute revenir dans notre édition du soir. Toujours dans l'actualité, l'esprit au service de l'entreprise, c'est le titre de l'un des 3 ouvrages qu'il met à la disposition des futurs entrepreneurs. Hippolyte Salvador Chalmain d'Almeida apporte ainsi sa contribution à l'essor de l'écosystème entrepreneurial au Bénin. 3 livres qui résument la vision de l'auteur, ses réalisations et ses projets, ainsi que son engagement pour la promotion de l'entrepreneuriat au Bénin. Reportage. Comment découvrir une idée qui a du sens? Comment lancer son entreprise, des étapes concrètes pour passer de l'idée à l'exécution? Comment entreprendre en créant de la valeur pour la société? Et c'est à ces questions que ces 3 ouvrages, intitulés « L'esprit au service de l'entreprise, penser autrement pour agir efficacement »,« Réussir mon projet d'entreprise tome 1 » et « Réussir mon projet d'entreprise tome 2 » apportent des réponses. Une trilogie fondatrice sur l'entreprise et l'esprit entrepreneurial qui part du projet jusqu'à la réalisation de l'entreprise. Le premier livre qui s'appelle « Penser autrement pour agir efficacement », en fait, est un livre de base. Il campe une réflexion qui permet de couvrir un peu tout ce qu'il faut connaître sur l'entreprise, connaître les fondements de l'entrepreneuriat et ensuite ouvrir le champ à la réflexion. Il met un accent particulier sur 2 choses. D'abord, les paradigmes, qui sont un peu les habitudes que nous avons et qui conditionnent un peu tout ce que nous faisons et qui sont un obstacle majeur à l'initiative entrepreneuriale. Et il met également l'accent sur la prise de conscience. Vous avez beau avoir de l'information. Et dans les livres qui ont suivi, j'ai voulu offrir une boîte à outils, un certain nombre d'éléments qui permettent à ceux qui liront le livre d'avoir des repères. Au-delà d'un livre, ces ouvrages sont un investissement pour accompagner les futurs entrepreneurs, les chefs d'entreprise et toute personne qui croit en la puissance des idées pour façonner leur avenir. Ces livres ne se contentent pas seulement d'expliquer les bases de l'entrepreneuriat, mais ils plongent au cœur des stratégies, des émotions et des défis vécus par les entrepreneurs. Et Dieu sait que les entrepreneurs vivent énormément de défis. Ces livres mélangent des anecdotes inspirantes, des études de cas percutantes et des conseils pratiques pour offrir finalement une approche complète et dynamique et surtout éducative et instructive. Ces ouvrages viennent combler un vide important et sont le gage d'une réussite certaine dans l'univers entrepreneurial. Dans le reste de l'actualité pour le compte de cette édition, on parle de la remise d'un important lot d'équipements de protection individuelle par l'organisation du corridor Abidjan-Lagos. C'était mercredi dernier au point d'entrée de Sémékraké, un geste qui s'inscrit dans le cadre du soutien des pays dans la protection, la détection et la riposte contre les épidémies au niveau des frontières terrestres. La remise donc est effectuée en présence des autorités du Nigeria et du Bénin. Reportage. Masques chirurgicaux, masques N95, gants, gel hydroalcoolique et savon liquide. C'est la composition de ce don de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos au profit des postes frontières de Kraké et Owodé. Le geste intervient après la réalisation en septembre 2024 de la cartographie des flux migratoires au point d'entrée de Sémékraké. L'objectif de cette remise d'équipement d'une valeur de $5 000 américains est de contribuer au renforcement des capacités
logistiques des points d'entrée de Sémécraké et Ouodé dans le cadre du règlement sanitaire international. Ces équipements permettront également de soutenir la lutte contre l'épidémie du Mpox qui sévit actuellement en Afrique, notamment au Nigeria. Le déplacement de la population va avec ce que ça comporte comme problème de santé publique. Avec la stratégie One Health, une seule santé, tous ceux qui travaillent sur cette plateforme de la frontière Sémécraké doivent regarder dans la même direction du point de vue de leur santé individuelle et celle des usagers de cette frontière. Le représentant de la partie nigériane, contrôleur de l'immigration à Sémécraké, revient sur les enjeux sanitaires au niveau des frontières entre le Nigeria et le Bénin, avant d'exprimer sa gratitude. L'organisation du corridor Abidjan-Lagos est une structure sous-régionale créée en 2002 par des chefs d'État ouest-africains avec pour mandat de mettre en place des services de prévention, de soins et d'accompagnement dans le cadre de la lutte contre les IST, le VIH-Sida et les autres épidémies. Dernier sujet de point de l'actualité avant d'ouvrir le plateau, inviter les responsables sécurité incendie des entreprises, des usines ou industries, des banques et des opérateurs télécoms en savent désormais un peu plus sur les systèmes de sécurité incendie innovants et pour cause, ils ont été entretenus sur le sujet au cours d'un séminaire de formation organisé à Cotonou jeudi dernier, un séminaire au cours duquel les différents participants ont eu droit à des présentations détaillées et des démonstrations sur les systèmes de dernière génération à portée de main au Bénin et à coût réduit. Reportage. Plus de 14 ans déjà que la société de sécurité moderne, Benin Tracking Security, opère dans la fourniture des services de sécurité, l'intégration des solutions électroniques et l'anti-incendie. Elle n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. C'est ce qui justifie cette journée assez spéciale de présentation et de démonstration des systèmes de sécurité incendie innovants. La rencontre est initiée à l'endroit des responsables sécurité incendie, des entreprises, des usines, banques et des opérateurs télécoms. Ceci dans le but de leur permettre de prendre connaissance de la responsabilité de la sécurité incendie au sein des entreprises et surtout leur présenter les systèmes de dernière génération à portée de main au Bénin à coût réduit. Fire protection is very important. Nous devons savoir que les systèmes de protection incendie que nous avons nous aideront à ne pas perdre des vies humaines, à ne pas perdre également nos entreprises, à continuer à travailler dans nos entreprises et de garder toujours la satisfaction de notre client à cause de notre manière de travailler. To put fire protection system in place. Au cours du présent séminaire de formation, les participants ont été entretenus par 2 capitaines du groupement national des sapeurs-pompiers sur la réglementation incendie et les normes de prévention incendie au Bénin. S'en est suivi une seconde communication sur les stratégies anti-incendie donnée par l'experte nigériane dépêchée pour la circonstance. Celle-ci s'est accentuée sur les cas pratiques basés sur des déploiements réalisés pour des banques, des usines, des opérateurs télécoms dans la sous-région. Des échanges fructueux à l'issue desquels certains ont eu des réponses à leurs préoccupations. D'autres en ressortent avec de nouvelles connaissances. Je suis très satisfait que Benin Tracking puisse nous inviter à assister à une innovation qui existe dans beaucoup de pays, que nous, les pays africains, on était en retard. Pour ce séminaire, j'ai retenu que pour nos sociétés, nous devons vraiment mettre en place un système de sécurité incendie adapté aux nouveaux systèmes qui sont actuellement en jeu pour que le personnel, les équipements de nos entreprises puissent protéger et rentrer dans les nouvelles technologies qui nous ont été présentées. Nous dirons à tous ceux qui ont des entreprises de veiller à protéger leur installation parce que c'est toujours bien de protéger les vies humaines mais également de protéger l'investissement et donc de se rapprocher de Benin Tracking Security parce que avec ce que nous avons vu ce matin, nous avons conscience qu'ils ont ce qu'il faut pour les accompagner en termes de sécurité. À travers ce séminaire de formation, il est désormais bien clair pour ces responsables sécurité incendie, des entreprises, des usines ou industries, des banques et des opérateurs télécoms, que la sécurité incendie ne doit pas être une option, mais une responsabilité.
Et Benin Tracking Security, pionnier de la sécurité moderne au Bénin et carrefour des nouvelles technologies, est disposé en collaboration avec ses partenaires à leur faire un risk assessment et à les accompagner dans la mise en place de solutions innovantes à coût réduit, adaptées à leur contexte et à leur réalité. C'était donc le dernier sujet du point de l'actualité tel que traité par l'ensemble de l'équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin. En attendant la grande édition du soir, le grand format va se poursuivre avec le plateau invité. On va commencer à parler de la présidentielle au Ghana. Quelle leçon de démocratie pour l'Afrique? Analyse assure avec l'ambassadeur Francis Gabriel Oké, expert électoral qui a coordonné 2 régions du Ghana pendant cette élection. On va l'installer avec Actu sur le net. Réalisation Florence Boussa. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a condamné à 12 ans de prison ferme le général autoproclamé Faletti. Il était poursuivi pour des faits liés aux violences post-électorales de 2019. À la tête d'un groupe de manifestants armés, Faletti et ses co-accusés avaient pris d'assaut la route inter-État de Dassa, empêchant la circulation des personnes et des biens. Ces agissements avaient incité à la révolte, avec menace sur des forces de l'ordre. Une situation qui avait conduit à des affrontements qui se sont soldés par des morts et des blessés graves. Cette condamnation a suscité des réactions sur les réseaux sociaux. Nul n'est au-dessus de la loi. Le droit est dit. Il faut le consommer. 10 ans est trop petit pour ce monsieur. Nous n'avons pas oublié ce qu'il a causé comme dégâts. C'est peu. Il mérite beaucoup plus. On aurait pu lui donner une peine maximale de 30 ans ferme. Bravo à la criette. C'est aujourd'hui qu'on reconnaît qu'il y avait eu des affrontements et même les gens sont morts. Ce que vous avez tant renié à la face du monde. Ce qu'il y a de nouveau également sur la toile cette semaine nous vient du nord du Bénin. Une femme a donné naissance à des quintuplés. Les 5 bébés et leur maman se portent bien. À l'annonce de cette information, les messages de félicitations affluent sur la toile. Félicitations à ce couple et que Dieu en donne également aux couples qui n'en ont pas encore au moins un. Vivement des aides aux parents. Ça ne sera pas facile pour la dame et son mari avec 7 ans difficiles. Bravo à elle, c'est une Amazone, une Agodier. Que Dieu veille sur tous ses enfants et leurs parents. Le gouvernement n'a qu'à prendre en charge la femme et les enfants jusqu'à l'âge de 5 ans au moins. Autre actualité cette fois-ci hors du Bénin. L'artiste du coupé décalé des Bordeaux a offert un spectacle grandiose à Abidjan le dimanche 8 décembre 2024 en présence des membres du gouvernement, des diplomates et d'une foule de fans enthousiastes. Depuis son récent succès avec le titre Djeneba Djaba, De Bordeaux s'est imposé comme une figure incontournable de la musique ivoirienne. Ce concert très attendu a été l'occasion pour lui de réaffirmer son statut d'incontournable du coupé décalé et de séduire une fois de plus son public. Dès son entrée sur scène, l'ami du feu Didier Arafat a su captiver l'assistance. Les premières notes de musique ont plongé la salle dans une ambiance festive. Les spectateurs, venus en grand nombre, ont chanté et dansé sur de nombreux succès, créant une atmosphère électrique qui a duré tout au long de la soirée. Visiblement ému par cet accueil chaleureux, le concert a également été marqué par la présence de nombreux invités de renom. Parmi eux, des stars de la scène musicale comme Kérosène DJ Miss, ainsi que de nombreuses personnalités influentes comme Kadi Touré, Aurélie Eliam, l'ambassadeur de France, et Jean-Christophe Beya pour ne citer que ceux-là. Les invités ont tour à tour pris part au show, offrant un véritable spectacle de performances qui ont enflammé davantage la salle. Des concours et d'autres animations ont également rythmé la soirée pour le plus grand bonheur des spectateurs. L'univers du coupé décalé toujours. L'artiste de renom Ariel Chéné a dit oui à sa compagne Nadia Sabé lors d'une cérémonie civile célébrée à la mairie de Cocody en présence de leurs proches, amis et nombreuses figures du showbiz ivoirien. Émotion, rire et instants mémorables ont rythmé cette journée.
Ariel Chéné a affiché un live sourire tout au long de l'événement, montrant un visage radieux d'un homme éperdument amoureux. De son côté, Nadia Sabé a ébloui l'assistance dans une tenue raffinée, symbolisant la grâce et la simplicité. C'est un retour au pouvoir, tout comme aux États-Unis. L'ancien président de la République du Ghana et candidat du Congrès démocratique national revient donc aux affaires après avoir obtenu plus de 6 millions de voix au terme du scrutin présidentiel du samedi 7 décembre 2024. Ceci face à son adversaire, l'ancien vice-président sortant et candidat du nouveau parti patriotique. Une fois encore, la démocratie a rayonné au Ghana et nous tirons donc les leçons de cette présidentielle avec un expert électoral qui a coordonné 2 régions donc pendant ce processus électoral pour le compte de la CEDEAO. Il est déjà installé sur le plateau du grand format. Excellence Francis Gabriel Oké, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ancien représentant de la CEDEAO auprès de l'Union africaine, ancien chef de la division assistance électorale de la CEDEAO et ancien secrétaire permanent du réseau des structures en charge des élections en Afrique de l'Ouest. Bienvenue sur le plateau du grand format. Je le disais, vous avez coordonné les régions de Volta et Outi donc pour le compte donc de la CEDEAO pendant ces élections. Concrètement, qu'avez-vous observé pendant votre mission? Merci, merci pour cette occasion que vous m'offrez pour quand même témoigner de ce que nous avons observé au Ghana. Concrètement, je peux dire que nous avons observé au Ghana un peuple serein depuis les préparatifs de ces élections. Un peuple qui savait où il allait et qui savait pour qui il voulait voter et sans perturbation. Ça, c'est du côté des électeurs. Ensuite, nous, du côté des acteurs, c'est-à-dire des candidats, nous avons observé aussi des candidats qui avaient leur discours et qui avaient des projets et des ambitions pour leur pays. Et nous viendrons dans les détails tout à l'heure, des candidats qui se sont défendus comme il se peut et qui se sont donné les moyens de réussir ou de convaincre l'électorat. Et enfin, nous avons aussi les organisations chargées les organismes chargés d'organiser ces élections qui ont travaillé dur, et j'ai beaucoup apprécié surtout le comportement de la police qui avait une télévision spécialement pour donner des messages de paix et des comportements adoptés pour la sécurité, pour ne pas tomber dans le piège. D'accord. Dans quelle ambiance la campagne électorale s'est-elle déroulée? La campagne s'est déroulée, contrairement à ce que nous avons l'habitude de voir, la campagne s'est déroulée dans une ambiance détendue. Les acteurs ont préféré du porte-à-porte, contrairement au grand rallye que nous avons l'habitude de voir. C'est du porte-à-porte et de temps en temps des rallyes, mais c'est plus du porte-à-porte. C'est vrai qu'il y a eu des discours, certaines attaques, et bon, est-ce qu'on peut, c'est pas forcément des attaques, mais c'est des critiques des personnalités, et ils se critiquent et tout, mais dans le fond, vous avez un message de gestion de la cité qui passe. Et c'est ça ce qui a été très important dans cette campagne. De temps en temps, il y a eu des risques de violence et tout, mais la police a toujours intervenu pour éteindre le feu. D'accord. Alors, le jour du vote même, ce samedi 7 décembre, quels sont les éléments positifs que vous avez pu noter dans les bureaux de vote? D'accord. Le jour du vote, premier élément positif, c'est que tout le matériel était dans la plupart des bureaux de vote à temps. Et les agents étaient là, les bureaux de vote ont ouvert à l'heure. Nous étions là avant, 15 minutes avant l'ouverture, nous avons vu des agents bien entraînés, bien formés, qui préparaient les urnes et tout le dispositif pour permettre aux électeurs de voter. Donc, ça, c'est un point très positif. Mais nous avons aussi vu des prisonniers en train de voter.
Donc, et ça nous a permis d'interpeller les organisateurs qui nous ont dit non, qu'ils avaient été déjà contactés par les personnalités pénitentiaires qui vont amener, et on a dit qu'ils vont venir avec... Il y avait une vingtaine de prisonniers qu'on a sortis de prison pour venir voter. Et apparemment, la loi du Ghana le permettait. Mais ce que nous, on n'avait pas apprécié, parce que le dispositif sécuritaire pour éviter les évasions pouvait distraire les électeurs ou influencer, avoir un impact. Mais ils ont demandé, on a dû exiger qu'ils demandent l'avis des électeurs qui étaient en rang, en queue, depuis le matin. Et ils ont dû suspendre le vote pour faire voter les prisonniers. Mais avant, ils ont demandé des excuses aux électeurs qui étaient en rang, qui ont compris et qui les ont laissé voter. Je pense que c'était dans l'esprit et que tout ce dispositif, tout cet arsenal de guerre qui a été débarqué dans le bureau de vote puisse disparaître. Mais sinon, tout s'est déroulé comme dans les règles de l'art. Et nous avons suivi jusqu'au dépouillement où les conditions de dépouillement ont été respectées par les agents et nous avons vu des agents très bien formés. Très bien formés. Et puis pour cette élection, nous avons constaté que le taux de participation a été exceptionnellement bas, c'est 60,9% et c'est près de 20% donc de moins par rapport à la présidentielle de 2020. Quelles sont les raisons? Oui, c'est vrai, mais... Personnellement, moi je pense que d'abord, il faut noter que les deux candidats étaient des candidats du Nord. Oui. Donc, des candidats qui ont grandi à Tamale, qui se connaissent très bien. Et ça peut être un élément qui fait que, bon, les autres ne se sentaient pas trop concernés. Ensuite, deuxième élément, c'est que généralement en Afrique ou dans le monde aujourd'hui, les citoyens n'ont pas de dividende de la démocratie. Ils estiment que bon, quel que soit le candidat qui remplace l'autre, et bon, leur situation ne s'améliore pas. Et donc, et pourquoi se défoncer pour aller voter, se lever le matin? Donc, dans la plupart des pays africains, bon, même dans le monde, et le taux de participation est en train, l'engouement à l'exercice électoral est en train de baisser parce que le citoyen lambda estime que, bon, ben, il n'a pas... Qu'est-ce que ça lui rapporte? Ça se passe entre les acteurs politiques, c'est eux qui savent ce qu'ils veulent et que nous, la situation ne change pas. Donc, il y a ces deux raisons principales qui peuvent justifier oui, parce que les deux candidats sont du Nord au Ghana. Sinon, d'habitude, nous avons un engouement sérieux, surtout que le NPP était à la fin du second mandat. Donc, normalement, nous devons avoir un engouement, surtout que le NPP voulait tout faire pour rompre cette pratique où, après 2 mandats, il y a changement. Et le NPP faisait tout pour rompre cette pratique et faire un 3e mandat, alors que le NDC, qui était en attente depuis 2 mandats et depuis 8 ans, a décidé, et on nous a même dit qu'ils sont surpréparés. Ils étaient surpréparés pour gagner ces élections. Avant même la proclamation des résultats, le candidat donc, du pouvoir reconnaît sa défaite, appelle le vainqueur donc, pour le féliciter. C'est une avancée de la démocratie au Ghana? Oui, bon, c'est une avancée, mais ce n'est pas la première fois. Même au Bénin, le candidat Zissou avait félicité le candidat Talon en son temps. Donc, je ne peux pas dire que c'est une leçon pour ça qu'il veut nous apprendre. Mais c'est très important ce tact que nous demandons aux candidats, aux politiciens africains. Et qu'est-ce qui a poussé ce candidat à appeler le vainqueur même avant la proclamation des élections? Ce qui l'a poussé, c'est d'abord, si vous écoutez bien son discours, c'est qu'il a dit, en se référant aux résultats qui me sont parvenus à mon headquarter, à mon siège. Ça veut dire que c'est les propres résultats récoltés par ces représentants dans les bureaux de vote. Donc, première leçon, c'est qu'il faut, quand vous êtes candidat, il faut que vous ayez des représentants dans les bureaux de vote, dans tous les bureaux de vote, ou dans la plupart des bureaux de vote qui vous envoient les résultats qu'ils ont dans le bureau de vote. Ton représentant t'envoie un résultat, tu ne peux pas contredire. Donc,
quand il a fait le point de ses résultats, il n'a pas eu besoin d'attendre la proclamation de la commission électorale. Deuxième élément, c'est que au Ghana, ils ont ce qu'ils appellent une commission de paix. Et c'est un comité qui est composé de quelques personnes de grande notoriété et qui rédige un accord de paix, et tous les candidats s'engagent, quel que soit le résultat, à préserver la paix. Et dans son discours, il a même fait référence à son engagement à préserver la paix. Donc je pense que c'est quelque chose d'important que nous devons vulgariser en Afrique. Et un autre élément, c'est que ils ont ce qu'ils appellent au Ghana IPAC, Inter-Party Advisory Committee, qui est un comité qui discute fréquemment avec la commission électorale des questions liées au processus électoral. Et nous pensons qu'ils s'agissent aussi au Nigeria. Et c'est un creuset dans lequel les questions liées au processus électoral sont déjà discutées. Et il y a une minute de chaque réunion avec les acteurs pour qu'ils ne contredisent pas ce qu'ils avaient promis ou ce qu'ils avaient discuté dans ces réunions. Et tous ces éléments font que un candidat qui perd, il a déjà la grande figure des résultats et il n'a pas besoin. Ce sont des éléments qui peuvent inspirer les autres pays à améliorer leur système. Oui, mais je pense que c'est des éléments qui peuvent inspirer, mais que quand vous les évoquez, on vous dit que ce n'est pas les mêmes réalités, c'est pas ceci, c'est pas cela. Mais je pense que la démocratie a des principes de base qu'il faut respecter. Et ça, c'est des choses qu'on peut prendre du processus électoral du Ghana, et ça fait qu'il y a une certaine stabilité, une continuité, et ça nous donne la fierté. Aujourd'hui, on peut affirmer qu'on n'a pas besoin d'aller en dehors de l'Afrique pour avoir de bonnes pratiques en matière électorale. Avant le Ghana, nous avons vu également le Libéria, donc où le candidat, le président qui est candidat à sa propre succession a perdu les élections et a reconnu sa défaite. Est-ce que finalement les pays anglophones, donc au niveau de l'Afrique de l'Ouest, se démarquent donc par leurs bonnes pratiques démocratiques? Bon, je ne peux pas dire que les pays anglophones se débarquent par leurs bonnes pratiques. C'est vrai que dans la plupart des pays anglophones, les choses vont plus pour le mieux. Oui. Mais au Sénégal, nous avons eu des élections qui se sont bien déroulées aussi. Hein? Au Bénin, nous avons eu des élections où le candidat perdant a félicité le candidat qui est vainqueur. Et le candidat perdant était même à Porto-Novo pour l'investiture du vainqueur. Et il a été ovationné. J'étais là. Donc, c'est-à-dire que c'est la volonté. Il nous faut la volonté pour bien faire. Maintenant, revenant à votre constat, c'est vrai qu'aujourd'hui, les problèmes sont plus dans les pays francophones, et nous en avons discuté même au Kenya dernièrement, où j'étais pour des discussions sur le processus électoral. C'est vrai qu'il faudrait qu'on réfléchisse. La question de troisième mandat, la question de révision de la Constitution. La question de tripatouillage de Constitution, tout ça. Ils sont beaucoup plus présents. Oui, parce que pour un anglophone, quand tu changes une virgule dans une Constitution, ça ne te permet pas, juridiquement même dans les pays anglophones, de prétendre à une nouvelle constitution. Ils se disent c'est juste une révision, c'est pas une nouvelle constitution. Donc, bon, je pense qu'il y a des choses à apprendre chez eux, mais ils ont aussi des choses à apprendre chez nous. Parce que quand vous allez dans le domaine du contentieux, moi je préfère le système francophone où le contentieux est vidé avant que le candidat vainqueur ne prenne fonction. Or, dans les systèmes anglophones, mais le candidat vainqueur prend fonction, mais le contentieux continue. C'était le cas, ce fut le cas où Draman, quand il avait gagné en 2012, il y a eu un contentieux de 8 mois. Pourtant, il était déjà en fonction. Oui. Donc, je pense que ça aussi, ils peuvent copier de nous. Et nous devons nous compléter. Et c'est d'ailleurs pour ça que, il y a quelques années, nous avions organisé à Cotonou une rencontre des structures chargées de gérer le contentieux en Afrique de l'Ouest, parce que nous avons le système lusophone, nous avons le système anglophone et le système francophone. Et chaque système peut apporter quelque chose à l'autre. Et je pense que ce que nous avons vu au Ghana, il y a aussi des couacs, mais l'essentiel est que le Ghana a vaincu. Et
une leçon que nous avons tirée du Ghana, c'est que pour le Ghanéen, c'est le Ghana d'abord. Ça fait que toute action que tu veux mener, tu te dis, est-ce que c'est une action qui arrange ton pays d'abord? Donc, avant de penser à soi-même, il faut penser au pays. Donc, disons toujours le Bénin d'abord dans toute action que nous voulons mener. Donc, c'est une grande leçon que nous avons apprise du Ghana. Quelle a été la contribution donc, de la commission de la CEDEAO pour le déroulement donc, de cette présidentielle? Effectivement, comme vous le savez, le protocole additionnel de la CEDEAO de 2001 a exigé que la CEDEAO apporte assistance à tout pays, à tout État membre qui organise les élections. Donc, dans le cas ghanéen, il y a d'abord eu la mission exploratoire préélectorale et qui a rencontré tous les acteurs et qui a rencontré même la commission électorale pour savoir quel appui la CEDEAO peut apporter. Mais dans le cas ghanéen, la commission électorale a estimé, vous savez, organiser les élections, c'est une action de souveraineté. La commission électorale du Ghana a dit, eux, ils n'ont pas besoin d'appui financier. Donc, c'est la société, les organisations de société civile qui ont bénéficié des appuis financiers de la CEDEAO. Mais ce qui est important, qu'il ne faut pas négliger, c'est que la CEDEAO fait de la diplomatie préventive. Le chef de mission de la CEDEAO, dès qu'il a atterri à Accra, a commencé par rencontrer les acteurs pour les amener à respecter les résultats. Est-ce que vous pouvez imaginer que le candidat qui a gagné aujourd'hui, son parti ne voulait pas signer le pacte, le pacte dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'accord de paix. Son parti ne voulait pas signer. Donc il a fallu l'intervention de la CEDEAO et des autres organisations internationales pour les amener et ils ont signé. Aujourd'hui, c'est eux qui ont gagné. Donc, les actions de prévention, de diplomatie préventive ont été menées aussi lors des élections. Et la CEDEAO, avant l'arrivée du chef de mission, a déployé une mission à long terme et une mission de court terme pour suivre. Parce qu'on a souvent l'habitude de reprocher à la CEDEAO de venir la veille des élections et de dire que tout s'est bien passé. Donc, la CEDEAO, depuis un temps, déploie des experts sur le terrain un mois à l'avance pour suivre jusqu'au résultat, à la proclamation du résultat. Donc, et ces experts ont pris le temps de préparer, de rencontrer les acteurs et de préparer les questions clés du processus. Et ces questions, à l'arrivée du chef de mission, il a dû les attaquer et en discuter avec les acteurs pour qu'on ait le résultat que nous avons. Il y a eu une contribution très appréciable et très concrète de la CEDEAO et pour la réussite de cette élection. D'accord, dernière question pour vous. La CEDEAO tient ce dimanche un sommet très déterminant. Quel va être le sort des pays de l'AES à l'issue de ce sommet? Dis donc, c'est les chefs d'État qui décident. Moi, je suis un retraité, donc je ne sais pas, j'attends comme vous pour savoir la décision que les chefs d'État vont prendre par rapport à ces pays. Et je n'en sais pas plus. Je n'en sais pas plus. Je suis à la retraite tranquille chez moi. Et donc, j'attends la décision des chefs d'État. D'accord. On va dire un mot pour finir concernant ce processus électoral que vous avez suivi au Ghana. Non, moi le mot le plus important que je pense, et la leçon la plus importante, c'est que pendant les élections, le processus électoral en Afrique ou en Afrique de l'Ouest, il faudrait qu'on mette d'abord le pays, l'intérêt du pays en avance. Et si on est candidat, donnons-nous les moyens d'avoir nos représentants dans les bureaux de vote. Dans les bureaux de vote, parce que même pour aller au contentieux, il faut avoir des preuves. Si vous n'avez pas de preuves, vous ne pouvez pas. Nous avons observé des élections dans des pays où le représentant du candidat ne sait pas quel candidat il représente. Le chef de mission demande, est-ce que vous êtes d'accord pour le résultat? Et tout le monde dit oui. Mais le candidat qu'il représente, après qu'ils aient signé le procès verbal, qu'ils acceptent le résultat dans le bureau de vote, à la capitale, le candidat qu'il représente estime que c'est lui qui a gagné et les choses ne se sont pas déroulées dans les normes. Donc, il faut avoir des candidats, des représentants formés dans les bureaux de vote pour contrôler les résultats. Et si ce faisant, vous avez les résultats avant même la commission électorale
qui ne fait que compiler les résultats qu'on lui envoie. Donc voilà la leçon que je tire et je vous remercie de m'avoir associé. Merci à vous, Excellence Francis Gabriel Oké, expert électoral, ancien représentant de la CEDEAO auprès de l'Union africaine, ancien chef de la division assistance électorale de la CEDEAO et ancien secrétaire permanent du RESAO, le réseau des structures en charge des élections en Afrique de l'Ouest. Merci pour ces pertinentes analyses. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, on va rester dans la deuxième partie de cette émission avec un autre invité et un autre sujet d'actualité. On va parler des 20 ans de pratique du Code des personnes et de la famille avec le professeur Clotaire Agossou. L'entretien, c'est juste après cette courte pause. Restez avec nous. 1er décembre 1999, 1er décembre 2024, votre quotidien Fraternité a 25 ans. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Le Gaïman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Il y a 20 ans, le Code des personnes et de la famille du Bénin a marqué une avancée majeure pour les droits des citoyens et des familles. Mais face à l'évolution de notre société, des questions demeurent. Quel droit pour quelle famille? Comment répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain? Sous le haut parrainage du professeur Noël Akhonayon Bagiti, président du Conseil national de l'éducation et président d'honneur de l'ABDF, et sous la coordination scientifique des professeurs Mélina Douchi-Oudo de l'Université de Toulon en France, Joseph Ifame Djogbenou de l'Université d'Abomey Calavi et de Victor Tassia Dossou, président de la Cour suprême du Bénin, l'Association béninoise du droit de la famille, les éditions Crédige et la Chambre nationale des notaires du Bénin organisent un colloque international sur 20 ans du Code des personnes et de la famille du 18 au 20 décembre 2024 à Cotonou. Un événement unique pour analyser, discuter et proposer des solutions concrètes sur des thèmes clés du droit des personnes et de la famille. Panel 1, les personnes. Panel 2, la famille face aux défis du droit. Panel 3, la famille vue par les autres droits et les autres sciences. Panel 4, la famille en droit comparé et en droit international privé. Panel 5, le contentieux familial. Participez à cet événement organisé par des experts ou des experts. 2 jours et demi de débats riches et d'échanges constructifs, rassemblant chercheurs, enseignants, historiens, géographes, sociologues, médecins, juristes, professionnels, magistrats, avocats, notaires, huissiers, commissaires priseurs, greffiers, juristes indépendants et toute autre personne passionnée par les questions familiales. L'avenir des familles béninoises se construit aujourd'hui. Rejoignez-nous pour façonner le droit des personnes de la famille plus juste et adapté à nos réalités. Colloque international sur les 20 ans du Code des personnes de la famille, organisé par l'Association béninoise du droit de la famille, les éditions Crédige et la Chambre nationale des notaires du Bénin.
Et voilà qui plante le décor de notre entretien avec le président de l'Association béninoise de droit de la famille, professeur Clotaire Agosso. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Depuis 20 ans de pratique donc, de ce code, est-ce qu'on peut constater que la famille béninoise se porte mieux? Alors, je voudrais d'abord vous dire merci. Merci à tout un chacun de vous. Merci de m'avoir permis de donner cette occasion à la veille de l'anniversaire du Code des personnes et de la famille de m'exprimer. Alors, est-ce que avec le Code des personnes et de la famille depuis 20 ans, est-ce que la famille se porte mieux? C'est une question un peu difficile, mais je vous dirais que la famille va de mieux en mieux. La famille va de mieux en mieux parce que vous savez, tout à l'heure, vous parliez de leçons de démocratie. Oui. Le premier lieu où les leçons de démocratie s'apprennent, c'est au sein de la famille. C'est le groupe familial qui permet d'apprendre les leçons de démocratie. Et donc, la démocratie, c'est un comportement. Alors, accepter ou reconnaître que l'autre a gagné, c'est au sein de la famille. Et la famille, avec le Code des personnes de la famille, ce sont les règles démocratiques qui sont enseignées. Nous sommes dans la semaine des violences faites de contre tout genre, basées sur le genre, toutes ces questions-là. Eh bien, c'est aussi le cadre familial qui dessine la notion de masculinité positive qu'on fait passer aujourd'hui. Ça veut dire que depuis 2004, où le Code des personnes et de la famille a été voté et donc mis en application, eh bien, ce code fait son petit bonhomme de chemin. Il y a 10 ans, nous avons fêté les 20 ans. Ceci a résulté d'un grand rapport que nous avions adressé au garde des Sceaux. Et il en est de même, cette fois-ci, pour organiser un colloque dans ce champ. Donc, est-ce que la famille se porte bien? Je pense qu'elle se porte de mieux en mieux avec le Code des personnes de la famille, permettant aux magistrats, aux juristes de mieux interpréter les comportements au sein de la famille afin d'y apporter davantage de paix et de sécurité. Alors, en quoi est-ce que ce code a-t-il pu changer, on va dire, la manière de percevoir ou d'appréhender les questions de famille au Bénin? Alors, vous savez, lorsqu'on parle de la famille, chez le juriste, la famille s'assoit sur 3 piliers. Vous avez le père, la mère, ou les enfants. Alors, et là, sur 2 grands rapports, les rapports conjugaux et les rapports parentaux. Alors, comme on va peut-être imaginer, on va penser que les gens divorcent plus, mais aussi dire, quand vous allez au niveau de l'état civil de nos mairies, bien, les gens se marient davantage. Les gens se marient davantage. Et aussi, c'est vrai, quand vous allez devant les juridictions, il y a de plus en plus de taux de divorce. Mais ce n'est que le dynamique qui se dit. Et donc, là, avec le Code des personnes de la famille, chacun connaît ses droits et ses devoirs au sein de la famille. Par exemple, c'est clair, bien dans le Code, que chacun des époux contribue aux charges du ménage en tenant compte de ses facultés respectives. C'est vrai, un peu discordance avec nos réalités. Le domicile conjugal qui le fixe, le Code l'a également prévu. Dans les rapports parentaux, ce que je vais dire, c'est la filiation, qui est l'enfant de qui n'est pas l'enfant de qui. Maintenant, si la filiation est établie entre le père et l'enfant, ou entre la mère et l'enfant, qui exerce l'autorité parentale et comment doit-il exercer cette autorité parentale? Est-ce que l'autorité parentale, c'est le père seul qui doit l'exercer, la mère n'a pas droit à ça? Non. L'autorité parentale, c'est pour les 2 parents et de façon conjointe, je dis bien de façon conjointe. Et c'est ce que dit le Code des personnes de la famille. Et ça, toutes ces règles-là, eh bien, c'est avec le Code des personnes de la famille que nous avions cette manière de mieux équilibrer les rapports familiaux afin de permettre une famille plus démocratique et plus empreinte à la paix et à la jouissance équitable. Alors, en 20 ans d'existence, est-ce que ce code a pu améliorer, on va dire, les conditions de la famille au Bénin? Oui, je dirais oui. Je dis que le code, justement, il a été fait pour ça. Oui. Et donc, le code a bel et bien participé à une meilleure vie sociale. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui vous permettent d'apprécier ces avancées? Oui. Alors, vous savez, avant, on pensait que la femme ne pouvait pas hériter.
Avec le code, c'est clair aujourd'hui. Alors avant, lorsque le mari meurt, eh bien, toute la famille débarque chez la femme, dit bah, toi tu sors, c'est notre enfant, c'est notre enfant. À partir du moment où cette femme-là est mariée légalement à ce monsieur qui est décédé, eh bien, elle a tous les droits de rester dans la famille. Et donc, ça fait de plus en plus que ces pratiques-là reculent. De plus en plus. Parce que la police, la justice a plus d'armes pour pouvoir lutter contre ces pratiques qui sont ancrées. Les gens, vous imaginez des personnalités de ce pays qui vous appellent pour dire professeur, est-ce que ce n'est pas vrai que si mon enfant a 7 ans, je peux le récupérer chez ma femme, chez sa mère. J'ai dit, mais vous tenez ça d'où? Vous tenez ça d'où? Et donc ça, c'est pas possible. Donc c'est des réalités qu'on avait. Donc les gens pensaient que donc ces réalités n'existent plus, en tout cas dans le fonctionnement juridique de notre pays concernant le code des personnes et de la famille. Et également, vous savez, en termes de nom, la transmission de nom. La transmission de nom aujourd'hui, depuis 2021, avec modification du code des personnes et de la famille, eh bien, l'enfant peut porter soit le nom de son père ou soit le nom de sa mère. C'est vrai que l'enfant porte le nom de sa mère, c'est une pratique qui existait déjà. Ça, c'est pas bon. À partir du moment où l'enfant n'est pas reconnu par son père, eh bien, donc l'enfant peut porter le nom de sa famille. Mais aujourd'hui, le couple peut décider de quel nom l'enfant va porter. Il en est même pour le couple lui-même. Si on est marié, on porte le nom de monsieur ou on porte le nom de qui? Eh bien, le temps nous donnera raison de voir sur le plan sociologique. Est-ce que ça peut bien greffer sur ces questions-là? Et là, c'est le temps qui nous permettra de le savoir. Mais c'est déjà un bon début pour permettre à la femme, à l'enfant, de trouver un milieu plus équilibré en termes de survie ou de paix familiale. Alors, le colloque qui va s'ouvrir, on va dire dans 3 jours, c'est le 18 décembre prochain. De quoi est-ce que vous voulez parler? Quel va être le thème central, les panels de discussion et tout? Alors, ce colloque qui va s'ouvrir sous le grand parrainage du professeur Noël Baguidi, que je remercie ici, et des professeurs Joseph Diogbenou et Mélina Douchioudo de la France pour le comité scientifique, également du président de la Cour suprême, le grand magistrat à Dossou. Et donc ce colloque va s'ouvrir le 18 prochain, également avec la participation effective de Madame la ministre des Affaires sociales et du microfinance, qui sera avec nous pour l'ouverture officielle de ce colloque. Alors, le colloque porte sur 20 ans du Code des personnes et de la famille. Quel droit pour quelle famille béninoise? Nous avons fait un parcours de 20 ans. On en est où? Qu'est-ce qu'on en a fait? Et c'est le moment de discuter. Alors, ce sera en 5 panels. Nous avons 5 panels. Premier panel, les personnes. Deuxième panel, la famille face aux défis du droit. Troisième panel, la famille vue par les autres droits et les autres sciences. Alors, il y a 10 ans, nous avions fait, c'était comme si on était resté entre juristes, entre des hommes de droit. Alors maintenant, la famille n'est pas qu'une question de juristes, c'est aussi des sociologues, c'est aussi des médecins, c'est aussi des climatologues, géographes, tout psychologue, tout ce monde-là. Et donc les autres sciences aussi également sont intéressées par la famille. Le panel 4, la famille en droit comparé. Alors comment ça se passe chez les autres? Est-ce qu'on peut voir des choses chez les autres? Est-ce que vous imaginez dans la sous-région, le Bénin et la Côte d'Ivoire restent les seuls à poser comme principe la polygamie, la monogamie? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on doit continuer avec ça? Est-ce que pour autant la polygamie ou la polygynie va contre le principe d'égalité, tel qu'on le dit? Bon, donc, ça, c'est des débats. Au cours de ces débats-là, la question, par exemple, lorsque quelqu'un refuse qu'on prenne son ADN dans le cadre de la reconnaissance d'un enfant, de l'expertise, et que la personne refuse, qu'est-ce que le juge a à faire? Est-ce que le juge doit l'y forcer? Il a le droit, c'est son corps, l'intégrité de son corps. Alors donc c'est des débats que le code, et puis les magistrats sont de plus en plus confrontés à ces questions. C'est le moment de discuter de ça et voir comment est-ce que le code peut. Donc qu'est-ce qui se passe ailleurs? Également la famille en droit international privé, droit comparé droit international, c'est le panel 4, et enfin le panel 5, le contentieux familial. Comment peut-on prouver le viol devant les juridictions civiles? Comment apporter la preuve d'un viol?
comment apporter la... C'est des exemples, par exemple, que je donne des sujets qui seront débattus au sein de ces panels. Il y a des experts français qui sont également associés aux réflexions, alors que nous savons très bien que la façon de voir ou de percevoir donc la famille, il y a un décalage entre le Bénin et la France. Oui. Alors je vous comprends, mais oui. On fait souvent un peu de caricature. Oui. Tous les Français ou tous les professeurs français ne partagent pas les mêmes points de vue. Vous savez, celle qui sera avec nous, ou ceux qui seront avec nous, le professeur Mélina Doshi-Oudo et son collègue professeur Pascal Oudo, ce sont des gens qui sont de véritables conservateurs et qui sont contre tout ce que vous voyez. Et ce sont des questions qui sont... Donc, leurs positions sont bien tranchées. Bien sûr, sur des gens qui sont bien intéressés à ce qui se passe en Afrique et qui ont bien sûr nos réalités qui sont proches de nos réalités africaines. Donc ça, c'est très important. Alors, donc, vous aurez ces gens-là qui sont là. Il y a également des étrangers togolais, burkinabés, ivoiriens, camerounais, canadiens et belges qui seront avec nous et qui vont commencer par frôler le sol béninois à partir de lundi. Alors, en termes de préparatifs, on va dire que tout est presque prêt ou... Alors, c'est à Golden Tulip. Oui. Golden Tulip, c'est prêt, fin prêt, je pense. Les participations, les inscriptions continuent jusqu'au mardi. Et je pense que tout est fin prêt. J'ai fait le point avec le président d'honneur de l'ABDF hier soir. Et nous en avons discuté. Je pense que tout est fin prêt. Je vais lancer un appel, c'est de dire à tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, de bien s'inscrire parce que l'inscription est très importante par rapport à ça. Je remercie encore une fois tous ceux qui sont avec nous, la Chambre des notaires, Village SOS d'enfants, le ministère des Affaires sociales et de microfinance, également le ministère de la Justice et de la Législation. Et donc, c'est là le point. Je fais un coucou à monsieur le ministre de la Justice de ne pas nous oublier. D'accord. Et qu'on l'attend toujours par rapport à sa dernière décision. D'accord. Merci à vous, professeur Clotaire Agossou. En tout cas, le rendez-vous est pris pour le 18 décembre prochain. Ouais, très bonne journée à vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui. Vous y êtes également attendu. D'accord, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons observer une pause. On va suivre la revue de presse hebdomadaire de Assurmo Kanye Assurmo. Et juste après, Sergino Lokosso va s'installer. Il est journaliste au quotidien Le Matinal. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est la revue de presse hebdomadaire. La Nation pointait que le Collège des ministres conseillers est désormais connu plus qu'une instance politique. Ce collège de nouveaux collaborateurs du président Patrice Talon aura un rôle important à jouer pour l'efficacité de l'action du gouvernement. Le Collège des ministres conseillers se renseigne aussi et prend en considération tous les éléments d'une situation donnée afin d'être en mesure de proposer des solutions pertinentes au chef de l'État sur le suivi sur le terrain de l'exécution des décisions et des directives du chef de l'État et le traitement des dossiers soumis au cabinet du chef de l'État. Matin Libre analysait la nomination et relevait qu'au nombre de 12 au total, certains noms sont bien connus du sérail politique. Il s'agit de gens non élus à l'Assemblée nationale 9e législature, ceux qui ont fait les frais du retour de l'opposition incarnée par le parti Les Démocrates. Pour sa part, Fraternité notait que la nomination de personnalités au Conseil économique et social peut se comprendre comme le rouleau compresseur de Talon pour 2026. Une analyse du journal qui estime que ce sont de fortes personnalités politiques recyclées par Talon. Elles reviennent sur la scène après une traversée du désert. C'est la trouvaille du chef de l'État pour préparer les élections générales de 2026 et il ne laisse rien au hasard. En nommant 25 personnalités politiques au Conseil économique et social, il fait d'une pierre deux coups. En tant que chef de l'État, il remplit son obligation constitutionnelle et en tant que leader de la mouvance, il redynamise sa troupe. Pour le matin, un regard croisé sur chacun des 12 ministres conseillers et sur les membres du Conseil économique et social au niveau départemental.
L'on se rend aisément compte que c'est une véritable équipe de campagne que le président Talon vient de mettre en place. Ces anciens députés désormais recasés et autres acteurs politiques ont reçu comme mission, à en croire certains observateurs de la classe politique au Bénin, la délicate mission. Sur un tout autre angle, la Nouvelle Tribune se penchait sur la vie politique béninoise qui est assez animée avec des opinions divergentes et contradictoires entre pouvoir et opposition, alors que les uns pensent que ce qui se passe actuellement au Bénin est la meilleure chose qui puisse arriver au pays. Les autres estiment que le Bénin est en net recul sur tous les plans au centre de ces débats entre acteurs politiques. Le Béninois lambda et sa situation comptent parfois peu ou pas du tout. Pourtant, c'est lui le cœur de toute action. Dans cette situation, il est impératif de recentrer le débat en y plaçant le peuple au cœur. C'est la seule chose qui confirmera le caractère messianique de Patrice Talon, faisait observer le journal. Dans le domaine de l'agriculture, le matinal informait que du 11 au 22 décembre 2024, la Chambre nationale d'agriculture du Bénin mène une tournée nationale consacrée à l'appréciation par les acteurs eux-mêmes des actions menées par le gouvernement depuis 2016. Une initiative qui donne l'occasion aux acteurs de faire leur propre bilan et d'exprimer leurs attentes pour le reste du mandat du gouvernement en place. Pour le président de la Chambre, Herman Imali Dietta, c'est une occasion de faire le bilan des programmes d'action du gouvernement mis en œuvre depuis 2016 à leur profit. Il leur revient d'apprécier ce qui a été fait, le saluer au besoin, de dire leur satisfaction ou pas. Il leur revient d'apprécier ces actions dont ils ont directement bénéficié dans leurs communes respectives et celles qui sont transversales, qui profitent à une population plus large. En matière de coopération, Bénin Intelligent informait que le partenariat entre le Bénin et l'Union européenne a 60 années d'existence. Il est orienté autour de 3 grands axes. Il y a l'axe qui est une croissance économique verte et numérique, une société prospère et la dimension sociale, notamment en matière de formation technique et professionnelle. L'enveloppe budgétaire qui est allouée par l'Union européenne pour le Bénin est à peu près d'environ 460 millions d'euros. Le cycle européen court de 2021 à 2027. Pour la première partie de ce cycle de 2021 à 2024, le montant était de 220 millions d'euros à peu près. Dans la suite, Fraternité parlait des personnes handicapées du Bénin honorées et restaurées pleinement dans leurs droits. La volonté politique manifestée depuis l'avènement du régime de la rupture et les engagements pris personnellement par le président Patrice Talon en décembre 2022 au cours d'un entretien télévisé viennent d'être concrétisés. En effet, depuis la matinée du vendredi 6 décembre 2024, les personnes handicapées du Bénin disposent d'une carte d'égalité de chance leur donnant plusieurs avantages. Pour Bénin Intelligent, le Bénin est engagé à déconstruire les préjugés afin d'œuvrer à l'inclusion des personnes handicapées, notamment en matière socio-professionnelle. Leur embauche est une opportunité pour elles de démontrer leurs capacités et leur talent, a déclaré la ministre Toyin Fodé, abordant leur motivation. En croire le Soleil Bénin Info, elle a profité de la même occasion pour inviter le patronat, les chefs d'entreprise et opérateurs économiques à faire de l'emploi et de l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées une priorité, car la déficience chez les personnes handicapées ne saurait ni équivaloir à de l'incapacité, ni être confondue à de l'incompétence. Et outre cette reconnaissance des capacités des personnes porteuses de handicap, la nation pointait que 175 personnes du département du Littoral ont reçu des mains des autorités locales et des cadres du ministère des Affaires sociales des enveloppes gracieusement offertes par le gouvernement. En ce qui concerne le soutien financier structuré, les bénéficiaires reçoivent dans un premier temps une allocation mensuelle de 10 000 francs CFA. Pendant 6 mois, ce soutien est suivi d'un versement de 50 000 francs CFA destiné à financer une activité génératrice de revenus. Une formation sur la gestion de micro-projets accompagne ce dispositif avec l'ambition d'offrir aux bénéficiaires les outils nécessaires pour sortir durablement de leur précarité.
En sport, le matinal nous faisait le point de la participation du Bénin au 51e championnat du monde de pétanque pour décrire qu'engagés en tir de précision et dans la compétition des triplettes, les guépards boulistes n'ont pas pu hisser le flambeau béninois comme cela a été le cas à Cotonou lors des 50e mondiaux de la compétition. Lors des 5 premiers tours de la compétition, le Bénin a enchaîné 4 victoires consécutives. La triplette béninoise s'est du coup forgé le statut de sérieux prétendant pour le titre de champion se qualifiant pour les 8e de finale. Fin de cette revue de presse hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Et voilà qui plante le décor du tour d'horizon de l'actualité nationale avec notre invité média. C'était à l'instant la revue de presse hebdomadaire de Asiongbo Kani, Asiongbo en plateau. Sergino Lokoso, bonjour. Bonjour Edissou Boukari, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Journaliste au quotidien Le Matin. Merci d'être avec nous. On va commencer le décryptage de l'actualité nationale avec la nomination des ministres conseillers. 12 personnalités connues du monde politique ont été promu à cette fonction. D'abord, pour vous, quelle est l'utilité de ce poste? L'utilité, je crois que le chef d'État même l'a précisé, l'a justifié lors de sa conférence de presse de 8 février 2024, quand il était face aux acteurs des médias. Il a précisé que à un moment donné, il faut quand même que des acteurs politiques puissent accompagner ce qui est fait, qui ne sont pas forcément des techniciens. Parce que le développement du pays a besoin des techniciens. Enfin, au niveau du gouvernement, ce qu'il a fait pendant longtemps. Et il a compris qu'à un moment donné, puisqu'il n'est pas un adepte de l'hyper-présidentialisme nocif, comme on le voit sous d'autres cieux, il a quand même cette facilité à s'arrêter à des moments donnés, faire le bilan de ses actions pour voir si est-ce que ce que je fais, est-ce que ça répond aux attentes des populations, aux attentes des partis politiques qui soutiennent ce que je fais au quotidien. Et donc, il a souhaité créer ce poste-là de ministre conseiller pour quand même essayer de combler, parce que lui-même l'a dit, il y a beaucoup de frustration. Et on sait encore que même après la nomination de ces ministres conseillers, les frustrations existent encore. Je n'ai pas fait des enquêtes pour savoir, mais je sais qu'au sein de la majorité présidentielle, il y a encore des frustrations jusqu'à aujourd'hui. Parce que lui-même l'a dit lors de sa conférence que ceux qui attendent vont attendre pendant longtemps. Donc il ne peut pas quand même satisfaire tout le monde. Il ne peut pas répondre à toutes les attentes de ces partis politiques-là. Mais il a fait, 12 mois. On a 12 mois. Ils ont 12 mois. Ceux-là qui ont été nommés ont 12 mois devant eux, pour pouvoir faire le job. Quand vous voyez un peu la configuration de ces acteurs politiques qu'il a choisis, j'ai noté 2 chefs de partis politiques. Il y a Jacques Ayadi, président de Mouel Bénin. Il y a l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, présidente de parti également. Il y a aussi l'Otette, qui est quand même qui a son mot à dire, Rachid Badamassi du Bloc républicain. Et donc quand vous voyez tout ça, quand vous prenez ces acteurs, on a envie de dire que c'est un cadeau de Noël que le chef d'État leur a fait. Pourquoi? Parce que quand vous prenez par exemple Rachid Badamassi, lui on le connaît, il est bouillant en matière de politique, il n'a pas sa langue dans sa poche. Et on sait, quand vous questionnez un peu, quand vous jetez un regard passéiste, je vais dire comme ça, on sait qu'on lui reproche un certain nombre de choses. Il n'a pas été élu en tant que député de la 9e législature. On sait que 2026 n'est plus loin. On sait qu'il a son mot à dire. Est-ce qu'il ne faut pas lui donner ça pour lui permettre de ne plus parler comme il le fait? Parce qu'un ministre conseiller ne peut plus parler comme Rachid Badamassi le faisait quand il n'était pas ministre conseiller. Parce que il faut consulter d'abord le chef de l'État. Il faut consulter un certain nombre. Il faut demander l'avis du chef de l'État avant de parler. Ce sont des ministres conseillers qui sont rattachés, il ne faut pas l'oublier, à la présidence de la République. Donc Rachid Badamassi n'aura plus cette facilité à répondre aux démocrates comme on le voit. Jacques Ayadi aussi n'aura plus cette facilité à réagir sur des sujets brûlants de l'actualité. Pas pareil pour l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. Donc je pense que ces acteurs politiques qui sont
parmi ces conseillers-là, ils ont un rôle important à jouer, non seulement le cahier de charge que le président de la République a défini, mais également pour les élections générales de 2026 qui arrivent, parce que tout acte que le président pose actuellement n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Ceux-là qui ont été choisis, c'est vrai, ils ont des compétences, c'est vrai, ils ont leur mot à dire, mais il y a 2026 qui n'est pas loin, qui est à côté, et je me dis c'est un cadeau de Noël. Parce que, pourquoi je dis que c'est un cadeau de Noël? Pour ces partis politiques. Et l'autre chose, parce que sur les réseaux sociaux, vous allez voir, il y a des commentaires osés, des points de vue, des insinuations et des critiques qui pensent que bon, le chef de l'État n'a pas donné la chance aux jeunes, enfin pas lui, les partis politiques, parce que ce sont les partis qui ont fait des propositions que le chef de l'État a validées. Bon, les gens ont estimé qu'il n'y avait pas trop de jeunes, ils auraient souhaité avoir des jeunes comme on le dit, dans cette configuration, mais comme 2026 n'est pas loin, le chef d'État a préféré ces figures que nous connaissons, qui ne sont pas quand même inconnues du grand public. Hein. On connaît tout le monde, tous ceux, les 12 ministres conseillers, on les connaît. Maintenant, le cahier de charge, c'est d'accompagner le chef de l'État. Justement, le cahier de charge, quand on voit tout ce qu'ils auront à faire, est-ce qu'il n'y a pas de risque de confusion sur le terrain? Parce qu'aujourd'hui, on va commencer par les appeler ministres conseillers. Peut-être avec le temps, on va commencer par les appeler ministres tout simplement. Sur le terrain, est-ce qu'il n'y a pas de risque de confusion dans les attributs? Non, je ne pense pas qu'il y ait juste de risque de confusion, mais vous savez, on a toujours déploré le culte de la personnalité. Et le chef de l'État, en 2017 ou 2018, quand certains de ses soutiens avaient commencé par poster ses photos au niveau des grands carrefours, il a dit niet, il a refusé. Mais est-ce que les autres acteurs politiques, est-ce que sur le terrain, ils vont pas... Parce que, est-ce qu'on pourrait expliquer ministre conseiller en langue locale? C'est la question que je me pose. Est-ce que le ministre conseiller, on pourra le dire? Parce que les gens vont commencer par dire qu'ils sont ministres. Parce que ça, c'est évident. Parce que moi, je me dis, est-ce qu'ils vont pas... Parce que celui qui est loin du pays, qui n'est pas, qui n'est pas un intellectuel, qui est loin dans les coins du pays, qui ne maîtrise pas la langue française, comment on va lui dire ministre conseiller? On dira ministre, c'est simplement pour faire court. Donc, il y a ce risque-là. Ouais. Ils vont s'appeler ministres, et puis ils sont des ministres conseillers. Le cahier de charge est différent du cahier de charge des ministres. Ils sont là pour accompagner, pour proposer des choses et pour aller porter l'information sur tout ça. Parce que porter l'information, on ne parle plus comme on parlait quand on est, par exemple, je prends Jacques Haïti, président du parti Mouel Bénin, il ne parlera plus comme s'il était président du parti Mouel Bénin. Non, il porte cette fois-ci l'information du gouvernement au niveau, pour les populations, on va dire. Donc, il ne pourra plus parler comme cela se doit. Et j'estime qu'ils vont faire le job parce qu'ils n'ont plus beaucoup de temps. Est-ce qu'ils vont pouvoir véritablement faire le job? Effectivement, en 12 mois, je me dis, peut-il changer il ne peut pas changer grand-chose parce que quand vous voyez le mode de fonctionnement du chef de l'État, il ne fait pas de remaniement ministériel. On lui reconnaît ça. Ça, c'est en natif. Dans ce pays, on a vu 10 DG au port autonome en 10 ans. Mais lui, on a quand même eu la chance de voir des ministres qui ont fait 7 ans, 8 ans. Pourquoi pas? Depuis son arrivée, il y a des ministres qui sont encore en poste. Donc, ça là est à son actif, mais en 12 mois, je pense qu'il ne peut pas faire grand-chose. Peut-être que c'est institué pour faire une expérimentation pendant ces 12 mois, pour voir si le président qui viendra après participe, parce qu'il est pratiquement il est en train de finir son deuxième mandat constitutionnel et il clame un peu partout qu'il ne va plus revenir, il va s'en tenir à ces deux mandats constitutionnels. Et puis dans les 12 personnalités, il y a aussi Janvier Yahoudéou qui a perdu son siège donc au Parlement au profit de son suppléant. Lui aussi, il est attendu sur le terrain. Oui, il est attendu sur le terrain. Je crois que c'est, on va dire, un cadeau aussi pour Janvier Yahoudéou. On a un lot de consolation pour lui. Oui, on va dire ça comme ça, parce que, quoi qu'on dise en 2026, ce sont des acteurs politiques majeurs qui auront leur mot à dire en ce qui concerne les élections générales de 2026. Ils vont peut-être aider le chef de l'État ou leur formation politique à définir les axes stratégiques sur lesquels ils vont pouvoir surfer pour battre campagne, parce que les élections de 2026 sont très importantes pour tous les partis politiques, et donc il faut
une synergie d'action. Et je pense que la décision du chef de l'État, la nomination de ces ministres conseillers vient donner un coup de fouet au resserrement du lien entre la majorité présidentielle. Parce que toutes ces personnalités qui ont été nommées sont pour la plupart issus des partis de la majorité présidentielle, soit des présidents de partis qui soutiennent l'action du chef de l'État. Donc on espère que 2026, tous ceux-là vont travailler parce que le chef de l'État, quand vous voyez un peu le discours de ses soutiens, c'est qu'ils ne veulent pas, enfin ses soutiens ne veulent pas que le chef de l'État laisse le pouvoir à un autre camp. Il veut que le pouvoir reste au niveau de la majorité présidentielle. Donc, ils ont intérêt à travailler en synergie d'action pour que le pouvoir puisse rester en leur sein après 2026. D'accord. Autre sujet avec vous, le chef de l'État Patrice Talon est attendu le 20 décembre prochain, donc au Palais des gouverneurs pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. Que va-t-il nous dire? Je pense que c'est constitutionnel ce qu'il dira, mais il n'ira pas très loin de l'actualité en cours. Il va rester, je crois, je présume, il va rester dans l'actualité, notamment les sujets importants de l'actualité. Il y a la sécurité, parce qu'il faut reconnaître que c'est en 2024 qu'il y a eu beaucoup d'attaques terroristes où beaucoup de militaires, de policiers se sont tombés les armes à la main. Je pense que le chef d'État il va aborder la question sécuritaire, notamment les priorités pour 2025, enfin faire le bilan de 2024 et les priorités de 2025. Et il y a deux sujets importants au niveau de la politique, notamment il peut peut-être réitérer sa décision de soutenir le toilettage ou l'audit du fichier électoral, le code électoral également, parce que je pense que le fichier électoral est très important à mon avis. Et le président de la République, quand vous le suivez un peu, c'est vrai qu'il a initié des réformes au plan politique, notamment la réforme du système partisan. C'est vrai que ça a des failles, et je pense que dans toute réforme a son lot de mélancolie. Et donc après ça, il va quand même essayer, puisqu'il tient à la paix dans son pays, il va pas laisser de côté ces questions-là. Et l'autre question qu'il va peut-être aborder, c'est le social. Déjà, le budget est à 40% fait du social, le budget de l'État exercice. Le mandat même, il est annoncé pour être un mandat hautement social. Hautement social. Donc je pense qu'il va revenir là-dessus, notamment, je pense comme ça, la question des AME. Qui est une question très importante des aspirants au métier d'enseignant, qui est une question très importante. Il va peut-être revenir sur ces questions-là. Je pense que le social, tout ce qui concerne le social, il va brosser ça. En politique également, parce que actuellement, nous sommes dans une période assez sensible, très sensible. La réforme du système partisan. Oui, revenir là-dessus également pour voir dans quelle mesure il peut quand même concéder un certain nombre de choses, parce que je le dis, il est le père de la nation, il est le chef de l'État, et comme on le dit à ma langue, quand le feu à la maison, c'est le père de la famille qui ramène la paix, qui éteint le feu. Et donc je pense qu'il va éteindre le feu. Déjà que nous ne sommes pas en guerre, c'est une caricature comme ça. Il va éteindre le feu pour quand même écouter les uns et les autres, pour pouvoir concilier les ardeurs des uns et les autres, pour que les Béninois, dans leur ensemble, quelle que soit leur coloration politique, qui se sentent dans un pays de droit, dans un pays démocratique. Les cas Madougou, Ivor peuvent être également évoqués. Est-ce que cela reste toujours d'actualité? Écoutez, moi, de ma position, je ne pense pas. Parce que le chef d'État, il a été clair là-dessus. Il a dit, je vais le paraphraser, que parfois le pardon est un péché. Donc, je ne pense pas qu'il va revenir sur qu'il en parle, qu'il va revenir sur ces situations. Mais ce sont des situations, des dossiers très importants pour les opposants aujourd'hui. Et chaque fois, quand vous les suivez, ils parlent de ça. Ça va être peut-être en 2026, si rien n'est fait, un des thèmes de campagne des partis de l'opposition. Tout à fait. Et puis, Amnesty International qui plaide pour la relecture du code du numérique au Bénin. Quel regard portez-vous justement sur cette démarche? Je pense que c'est une bonne démarche. Ils sont dans leur rôle. C'est quand même essayer de faire en sorte qu'il y ait véritablement la liberté de presse, que les droits fondamentaux de l'homme soient respectés. Et je pense qu'ils sont dans leur rôle. On a décrié ce code-là. C'est vrai que vous allez me dire que dans notre corporation, nous qui sommes des journalistes, il y a quand même un code
déontologie et le code nous demande la responsabilité sociale du journaliste, c'est-à-dire quand on tombe sur une information, puisque nous on a été formés pour ça, pour la publication de l'information, mais avant il faut traiter, il faut faire la collecte, on sait tout ça. On a appris tout ça à l'université, on nous a appris tout ça lors des différents stages, même lors des séances, des ateliers de renforcement de capacité, on nous a appris tout ça. Mais le code, on l'a annoncé pour quand même essayer de réprimer la cybercriminalité, de corriger un certain nombre de choses. Mais ce code s'est avéré que dans l'exercice de notre métier, c'est pratiquement une épée de Damoclès qui est sur notre tête. Et vous allez voir, ce même code a servi à jeter en prison notre confrère Yann Sossou. En dehors de lui, notre confrère Casimir Edjo a été interpellé sur ce même code. D'autres confrères, notamment récemment, notre confrère Vigil Avancé également, a été interpellé par rapport à ce même code-là. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit quand même, comme Amnesty International, essayer de corriger ce code-là. Et même en novembre dernier, les députés ont fait une session pour quand même voir dans quelle mesure ils pourront corriger le code, apporter les amendements nécessaires, corriger les défaillances de ce code-là. C'est vrai, la loi, elle est faite pour les hommes. Il y a la loi et l'esprit de la loi, parce que c'est pour nous, c'est pour les hommes. Et à un moment donné, si on constate que dans l'application de ces lois-là, qu'il y a des éléments qu'il faut corriger, moi je pense qu'il faut le faire. On va demander pas au chef de l'État, mais aux législateurs, parce que ce sont les députés et qui ont la possibilité de changer ce texte de loi-là. On va le demander de revoir un peu ce code-là, parce que ça constitue véritablement une épée de Damoclès sur nous. Dès que tu trouves une information, dès que tu publies, parce que le code est là, dès que l'information que tu publies tombe dans l'espace numérique, on t'arrête. Et je vous dis, il y a beaucoup de rédactions dans lesquelles il y a des citations directes. Des citations directes sont envoyées pratiquement tous les mois ou tous les 6 mois, parce qu'on est appelé à faire des erreurs. C'est comme conduire à moto. Même si tu disposes de ton dispositif d'éclairage, à des moments donnés, on peut faire accident. Et donc c'est comme ça. On ne va pas dire de changer pour changer, mais on va inviter les acteurs des médias à respecter le code de déontologie et à faire le travail comme cela se doit. Et Dieu seul sait que nous faisons notre travail comme cela se doit. Ce qu'on va demander, c'est qu'il faut travailler à ce qu'il n'y ait pas restriction de liberté, mais plutôt renforcer les acteurs des médias, ces acteurs crédibles qui font leur travail comme cela se doit, c'est de les renforcer. Et on va demander également au président de la RAC qui à son arrivée a caricaturé, qui mettra l'église au cœur du village. Je pense que c'est une chose importante, redorer à l'acteur des médias que nous sommes, notre blason, pour que nous puissions mériter d'être journalistes et que tout ce qui a comme avantage, tout ce qui a comme protection, on puisse bénéficier de ça. D'accord, Sergino Lokosso, journaliste au quotidien Le Matinal, merci pour ce regard sur l'actualité. C'est moi qui vous remercie. Très bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, on va finir avec notre tout dernier rendez-vous. Voici notre artiste de la semaine. Ce soir j'ai un rencard avec une bête de meuf. Elle est classée sexy, si classée sexy. Cool Condom. C'est granulé et c'est 3 parfums. Fraise, menthe, banane. Cool. Ton choix, ton avenir. Cool là, si met ta capi. Eh oui, avec le 73-44, plus de questions difficiles, des préoccupations sur la sexualité, le 73-44, signaler une violence faite aux filles ou aux femmes, le 73-44, des préoccupations sur la planification familiale, le 73-44, des services de qualité dans le secteur privé, le 73-44, comment lutter contre la diarrhée et le paludisme, le 73-44, appelez gratuitement le 73-44. Le 73-44, gratuité, anonymat et confidentialité garantie. Le 73-44,
ça peut sauver la vie. À leur naissance, pendant leur enfance, tout au long de leur formation, à toutes les étapes de leur vie, nous étions là. Les enfants, c'est ce que nous avons de plus cher. Donnons-leur les moyens de s'épanouir. Faites le nombre d'enfants voulus au moment voulu. Utilisez la méthode contraceptive LAAFIA de votre choix. Les méthodes contraceptives LAAFIA sont disponibles dans les pharmacies, centres de santé et cliniques pro-femmes. LAAFIA, le bonheur de votre famille. Quand ça vous prend, on n'est jamais assez prudent. Sous la pression, prudence est mère de sûreté. Prudence Plus, chaque fois, toutes les fois. Prudence Plus, préservatif de qualité à prix subventionné, en vente partout. Vous avez sans doute compris, les DJ, c'est notre artiste de la semaine qui est avec nous ce dimanche. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour monsieur. Comment vous portez C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Avec vous, nous allons en parler de la musique, mais aussi ce métier donc, que vous exercez, un personnage à double face, chanteuse avec une longue carrière, et de l'autre côté, esthéticienne. Comment arrivez-vous à concilier les deux passions? D'un autre côté, le micro, de l'autre, ce sont les crayons de beauté. C'est bien ça. C'est une question d'organisation. Oui. Et quand on s'organise bien, on arrive à joindre les deux bouts. Oui. Je suis esthéticienne, certes, mais je n'abandonne pas totalement ma carrière artistique. D'accord. Et vous êtes aujourd'hui directrice d'un institut de beauté. Votre histoire avec l'esthétique a démarré depuis octobre 2005 quand vous êtes inscrite donc, à l'école d'esthétique, donc Paris, Bénin, une formation qui a duré à peu près 2 ans. Qu'est-ce qui vous passionne tout le temps dans ce métier? Bon, pour commencer, j'aime tout ce qui brille. Tout ce qui est beau. Oui, tout ce qui est beau. J'aime l'esthétique en général et la propriété. Et je me suis dit, il faut se lancer dans ce métier pour voir ce que ça va donner, puisque déjà je suis passionnée de ça. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue d'aller dans une école d'esthétique. Et à la fin, j'ai obtenu un diplôme international en esthétique et cosmétique. D'accord.
Et comment arrivez-vous à distinguer, en tout cas dans la pratique donc, de votre métier, comment arrivez-vous à distinguer les différents types de peau et les soins appropriés pour chaque type? Oui, ça dépend. Il faut d'abord commencer par une consultation cutanée, ce qu'on appelle couramment diagnostic de peau. Et ça vous permet de distinguer chaque type de peau. D'ailleurs, nous avons que 4 types de peau, la peau grasse, la peau sèche, la peau normale et la peau mixte. Et quand vous passez à la consultation, tout de suite, il y a des petits trucs qui nous permettent de détecter chaque type de peau et de lui adapter le soin qui lui correspond. Alors, comment se porte aujourd'hui ce métier dans lequel amateurs et professionnels se partagent le même marché? C'est dommage. Aujourd'hui, il y a les esthéticiennes courent les rues, mais les pros sont peu nombreux, vraiment. Je dis peu nombreux parce qu'il y a des hommes qui embrassent aussi ce métier d'esthétique. Et c'est vraiment dommage parce que nos filles n'ont plus la patience d'étudier, la patience de passer beaucoup d'années ou de temps dans ce domaine pour avoir ce que nous appelons les b.a.-ba. C'est-à-dire, quand vous vous appelez esthéticienne, il faut au moins passer 2 voire 3 ans, parce qu'il y a tellement de choses dedans. Et n'est pas esthéticienne qui veut. Quand vous embrassez ce métier, il faut vraiment être patient. Vraiment, je dis, être patient. Et l'esthétique générale englobe tellement de soins qu'on ne peut pas se lever du jour au lendemain et s'autoproclamer esthéticienne. Et 2-3 mois suffisent déjà pour que nos filles s'appellent ou s'autoproclament esthéticienne aujourd'hui. Et ça, ils font la concurrence avec vous. Bon, je dirais pas qu'elles font la concurrence. Elles travaillent, mais c'est que du foutou, si je peux m'exprimer en ces termes, parce que l'esthétique, c'est un métier très passionnant. Et quand vous n'avez pas la patience, vous ne pouvez pas. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de mamans, excusez-moi le terme, calcinées, je dirais. Parce que quand vous parlez d'abord de l'esthétique, c'est d'abord les soins du corps, l'hygiène corporelle. Et quand on parle de l'hygiène corporelle, c'est les visages, les soins du visage, les soins de tout le corps, les produits qu'on utilise aujourd'hui. Mais quand vous n'apprenez pas assez, comment pouvez-vous distinguer tel produit peut aller sur tel type de peau ou non? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, franchement, on ne pourra vraiment pas tout dire ici. D'accord. Alors, on va revenir maintenant sur votre carrière musicale qui a démarré bien avant l'esthétique. Hein? C'est bien ça. Tout a commencé avec la chorale Céleste à l'église Saint-Michel d'Adanopoji. Donc, déjà à 8 ans, vous étiez la chanteuse principale de la chorale Saint-Michel. Tout a commencé par là? Oui, je suis née Céleste. Et déjà à 8 ans, ma maman m'amenait à l'église et on me mettait dans la chorale parce que j'ai naturellement une belle voix et je l'ai héritée de ma grand-mère paternelle qui est une artiste, chanteuse traditionnelle, paix à son âme. Et du coup, tout de suite, les maîtres chœurs ont vu un talent en moi et on m'a toujours confié ce qu'on appelle les leads, c'est-à-dire la chanteuse principale de cette chorale. Et ça a commencé petitement comme ça. Mais il faut aussi dire que je ne suis pas directement allée à la musique parce que j'ai commencé d'abord le théâtre, après la danse et maintenant la musique. Donc quand on parle de l'art, c'est que je l'ai dans ma peau. Tout à fait. Et votre école qui vous a enseigné la musique, c'est justement votre grand-mère paternelle qui vous a appris donc comment composer la musique. Qu'est-ce que vous avez appris d'elle? Bon, ma grand-mère paternelle m'a laissé beaucoup de choses dans ce milieu, dans ce domaine, parce que quand vous êtes artiste, compositrice, il faut essayer d'organiser, de réorganiser ce que vous avez composé vous-même. Il ne suffit pas de tomber sur l'inspiration et de commencer par chanter. Et quand vous prenez mes morceaux, vous allez constater que les phrases se suivent. Donc ça, je l'ai hérité de ma grand-mère.
tu ne peux pas dire A chez elle et aller dire Z. Tu ne peux pas dire A et dire Y. Donc, tu dois faire suivre A de B à C quand tu es compositrice. Mais quand on parle de l'artiste, simplement, quelqu'un d'autre peut composer et toi, tu viendras juste exécuter ou chanter. Mais quand on est compositrice, c'est encore plus difficile. Tout à fait. Donc, et puis, la grand-mère a fini par vous donner la main. Et en décembre 2023, Lady J a signé son premier single appelé Oh Maman. C'est un hommage aux mères. Oui, à toutes les mères, particulièrement à la mienne, qui vraiment a éduqué ses enfants comme toute mère, certes, mais elle a mis un accent particulier sur notre éducation à nous. Donc, c'est juste ma manière à moi de lui rendre hommage de son vivant. Et c'est justement le succès donc, de ce morceau qui va vous pousser encore sur cette carrière musicale. Comment est-ce que ce morceau a-t-il été accueilli par vos fans? Oui, c'était un premier essai. Un premier essai au moment en 2003. Les gens, je dirais, mes fans ont vraiment apprécié parce qu'on ne savait pas, on ne connaissait pas ce talent d'artiste chanteuse à l'époque. Mais quand on parle de la danse, oui. Quand on parle de la comédie, oui. Mais chanter, personne ne savait que je pouvais mieux chanter. Donc, ça a fait que les gens ont beaucoup aimé. Et surtout, comme ça parle de maman, on aime toutes les mamans. En général, tous les enfants adorent leur mère. Donc, c'est parti comme ça. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a vraiment poussé à continuer dans l'élan d'artiste. Et quelles sont les thématiques qu'on retrouve souvent dans vos chansons? Oui, quand vous écoutez bien mes chansons, j'essaie de vraiment coordonner. J'essaie de vraiment coordonner et je fais plus véhiculer mes paroles que la musique. Ça, c'est d'abord le premier point chez moi. Quand on vous écoute, c'est vrai, la musique accompagne la chanson. Mais qu'est-ce que je dis dans la chanson? Qu'est-ce qui accroche? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut répéter facilement? Donc, d'accord. Vanité de Vanité, c'est l'un de vos morceaux que vos fans ont adopté. On va marquer une pause et suivre une petite séquence donc, du morceau et on revient pour la suite de notre entretien. D'accord. Vanité, morceau signé de DJ, notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format. Alors, Vanité des vanités, pourquoi? Oui, parce que tout est vanité. Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré justement ce morceau? Bon, c'est les vécus quotidiens. Oui, c'est les vécus quotidiens. Et nous, les hommes, grand H, nous aimons vraiment se faire voir, on se prend pour rien du tout, on aime humilier nos prochains. Et quand je réfléchis à tout ce qui se passe autour de nous, mais je dis que tout est vanité. Parce qu'il suffit de tomber là maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui viendra te soulever. Et bon, c'est comme ça l'inspiration m'est venue. Et je l'ai chanté aussi comme ça. D'accord. Alors, plus de 20 ans de carrière musicale, 3 albums, le 4e est en préparation. Le jeudi dernier, il y a
un morceau qui est sorti. On va revenir sur le morceau. Mais quand vous évaluez votre parcours, depuis que vous avez commencé par chanter, en termes de bilan, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes fier de ce parcours? Je suis très fière de mon parcours. Je suis très fière de mon parcours parce que c'est pas donné à tout le monde de cumuler deux métiers. Je dirais métier parce que là aussi c'est un métier, métier professionnel ensemble. Et quand j'arrive à m'en sortir, je dis mais bravo. Je me dis bravo d'abord avant d'attendre un bon retour de la part des autres. Donc, en général, je suis fière de tout ce que je fais. Qu'est-ce que vous auriez peut-être souhaité faire pendant toute cette carrière et qui peut-être vous n'avez pas pu le faire pour le moment? Oui, pour dire vrai, j'aimerais être plus au top dans ma carrière artistique du moins. Mais aujourd'hui, l'esthétique a pris un peu le dessus. Et ne nous leurrons pas la face. L'art ne nourrit plus aujourd'hui comme avant. Et pour ça, j'ai préféré vraiment m'occuper de ma carrière professionnelle et de venir à l'art par passion, par envie, par plaisir. Donc, j'ai pas pu réaliser réellement mon rêve artistique, mais je ne me plains pas trop, puisque quand l'inspiration me vient, je le sors. Je la fais, c'est-à-dire que je donne à la face du monde ce que je connais, ce que je peux faire dans ce métier. Du coup, je ne me plains pas trop. D'accord. Alors, quand vous chantez, il y a cette puissance qu'on ressent dans la voix. D'où est-ce que vous puisez cette énergie? Bon, je dirais que c'est naturel. C'est naturel, je ne fais pas d'effort. Ça vient comme ça et je la sens comme ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait la personnalité de Lydie, justement? Qu'est-ce qui vous différencie des autres artistes? Ça, je ne saurais vraiment le dire. Je suis artiste comme tout le monde. Oui. Et je mets un accent particulier sur tout ce que je fais. Oui. C'est vrai, je suis une femme, mais une mère, une femme au foyer. Et j'aime pas ce nom qu'on peut coller à toutes les artistes. Je dis toutes, je ne dis pas tout. Parce que déjà, en général, l'artiste, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais quand on parle de l'artiste femme, on nous colle tellement d'étiquettes et ça fait mal. Ça fait mal. Et moi, j'ai mis l'accent sur mon comportement en tant qu'artiste, en tant que mère, en tant que femme au foyer. Justement, est-ce que c'est facile en tant que femme au foyer d'être artiste, d'aller à la rencontre des soutiens, d'aller organiser les concerts, de faire des voyages et tout? Est-ce que c'est facile pour une femme au foyer? Non, je ne dirais pas que c'est facile. Ce n'est pas totalement facile. Parce que quand vous êtes au foyer, il y a des choses que votre partenaire, c'est-à-dire votre époux, n'aime pas. Peut-être ne peut pas accepter. Parce que quand on parle d'une femme au foyer, c'est que vous êtes déjà son chouchou à lui et qu'il ne va pas accepter vous exposer aux yeux de tout le monde sur certains points. Et ça peut parfois amener un peu de mésentente ou malentendu dans le foyer. Mais quand vous tenez à votre foyer, quand vous tenez à votre couple, quand vous tenez à vos enfants, vous essayez de lui faire comprendre par mille manières. Et moi, je profite sincèrement de l'occasion pour remercier mon époux, Monsieur Christophe Aïssi, l'actuel CA de Zivier. Je lui tire un chapeau. Parce que je n'ai toujours, c'est-à-dire, je n'ai jamais été une femme facile. Mais c'est mon premier soutien. Je ne dirai pas, ou les gens ne diront pas que je suis une femme qui a toujours toqué les portes pour des aides en ce qui concerne ma carrière artistique. Il a toujours tout fait. Et quand je dis, papa, j'ai envie de faire un morceau, il m'a toujours accompagné dans ce que je fais, ce qui me permet de ne pas me pavaner de gauche à droite. Je lui tire chapeau. Merci. D'accord. Je le disais, le jeudi dernier, vous avez sorti un morceau. Pour le moment, c'est en audio. Hein? Oui, c'est en audio. À quand la vidéo? Très prochainement. Je suis en train de réfléchir à ça. D'accord. Alors, si la régie est avec nous, on va suivre une petite séquence donc, de ce
de ce morceau, mais c'est en audio et puis on revient pour la suite. D'accord. Hypocrisie when I'm bebo no bo keke. No hasi no hello. Mama in hosi no well sombo hadito wa bolune. We we do bo no ho. Na kuno no de meo azo e polo e we uno wa. No tu te tu me do mele sin bezame ina yo. Ce morceau qui invite les uns et les autres à savoir choisir leurs amis. Les DJ, pourquoi ce message Comme vous venez de le dire, oui. Moi je ne dirais pas savoir choisir ses amis. Oui. Parce que nul ne peut vraiment savoir choisir ses amis. Tout à fait. Oui. À savoir ses fréquentations. Oui. Parce que vous allez beau choisir vos amis, mais c'est vous qui les choisissez. Peut-être que eux autres, ils ne vous ont pas choisi. Oui. Et quand c'est comme ça, même des années plus tard, des dizaines, une vingtaine d'années, vous allez découvrir leur vraie face qui vraiment va vous choquer. Ça va vous choquer. Donc, moi, je dirais simplement de contrôler ses fréquentations et de ne jamais s'adosser à quelqu'un. C'est vrai, c'est les amis qui sont bons, mais c'est ces amis-là qui sont encore mauvais. Et quand tes amis décident de te détruire, par jalousie, tu vas beau essayer, mais tu ne pourras pas t'en sortir. Sauf quand tu es à Dieu avec toi. Beaucoup de choses m'ont inspiré et tout ce qui se passe autour de nous m'ont inspiré à sortir ce nouveau single. D'accord. La vidéo, c'est pour bientôt. Très bientôt. Et puis, vous préparez également le 4e album. C'est un projet qui avance. Où en êtes-vous? Oui, on est toujours sur les singles. Oui. Vous savez que c'est les singles que nous mettons ensemble pour sortir l'album. Et par la grâce de Dieu, je crois bien que en 2025... on aura tout clôturé et sorti officiellement l'album de Lady J qui sera intitulé Tout est tout aimé. Quand on dit tout est tout aimé en langue maternelle, c'est de connaître ta place dans la vie des autres. Il ne faut pas forcément chercher à être là où on ne veut pas te voir. Merci. D'accord. En dehors de ça, quels sont les autres projets que vous avez, surtout en période de fête? Est-ce qu'il y a des concerts en vue? Qu'est-ce que vous préparez? Non, en période de fête, comme je viens de le dire, je suis plus concentrée à l'esthétique qu'à la chanson. Parce que c'est en ces moments que nous recevons plus de clientèle. Et j'adore m'occuper de ma clientèle, de mes femmes caviar. Je suis directrice d'un centre professionnel d'esthétique et cosmétique. Et il faut aussi gérer les filles qui sont en formation, les soins qui sont en cabine et tout. Donc en décembre surtout, je n'ai vraiment pas le temps d'aller faire des concerts, sincèrement. D'accord. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la jeune génération? Après vous, il y a eu d'autres jeunes qui ont émergé dans la musique. Quel regard portez-vous sur leurs œuvres, leurs productions, leur travail? Oui, il y en a qui font de très beaux, je dirais. De même, il y en a qui ne fournissent pas assez d'efforts pour se donner la vraie place d'artiste. Parce que chanter pour chanter, moi je n'aime pas trop. Chanter pour chanter, je n'aime pas trop. Et ceux ou celles qui aujourd'hui ont embrassé cette carrière artistique, moi je les encourage. Il faut toujours travailler les voix, surtout les voix. Vous pouvez avoir un très bon manager en musique, mais ce que vous sortez comme mélodie, quand ça n'accroche pas la musique, ça fait un hic. Je ne sais pas si c'est avec moi. D'accord. On va finir avec la reprise d'un morceau de votre choix. Vous allez nous chanter quoi?
On y va. Nous mangeons, nous menons, donc nous clamons ça, il fidèle. Au ben dokun le fiwe mi jo amonde fielo jemi na le jodo boye vanité de vanité ye tout est vanité ye no mo gbeto ti trolo ti si ba we nu kuno ti obo mene no kula donc merci. Les DJ en direct sur le plateau du grand format, c'était notre artiste de la semaine. Merci d'être passé par ici. On va dire très bonne chance à vous. Merci. Également la promo donc du dernier single se poursuit. Hein? Oui. D'accord, bonne chance à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 15 décembre 2024. Merci à vous qui nous suivez depuis Lugba, c'est à Bantais. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.